Je travaille dans le domaine de la défense depuis 20 ans. Je suis civile, je ne suis pas militaire. Dans ce secteur de la défense, j'ai exercé aussi bien dans le domaine public que dans l'entreprise où j'exerce actuellement. Et aujourd'hui, c'est en tant que citoyenne, surtout que je m'adresse à vous. Pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous, la défense, c'est ça. Ça peut être ça. Encore ça. Et ça. Des images très concrètes, presque viriles, très visuelles, incarnées. On en voit à la télé, dans les médias. C'est concret. Mais peut-être que la défense, c'est aussi ça. Ou ça. Quand vous buvez un verre d'eau du robinet, quand vous travaillez derrière votre ordinateur, avec ou sans vos collègues, vous faites quelque chose qui repose sur la défense nationale. Parce qu'en réalité, rien de cela ne serait possible si les infrastructures critiques du pays, que sont notre approvisionnement en eau ou la sécurité de nos grands réseaux de télécommunications, n'étaient protégées quotidiennement par les acteurs de notre défense. Allons plus loin. La défense, c'est peut-être aussi ça. Ou ça. Oui, quand on lit un livre, un magazine, un journal, quand on invite des amis pour une soirée, on répond à un besoin bien naturel de réalisation de soi, d'enrichissement personnel, social. Rappelons-nous ce que disait Maslow. Ces besoins-là de réalisation personnelle, on ne peut les accomplir que parce qu'on a d'abord satisfait certains besoins primaires, basiques, parmi lesquels le besoin d'être en sécurité. Et si le plus grand des luxes, c'était d'être en sécurité sans même s'en rendre compte? Alors, bien sûr, il y a les attentats. Charlie, le Bataclan, Nice, bien d'autres dans le monde, en France. Et à ces moments-là, oui, on se rappelle de l'importance d'être en sécurité. Mais la réalité, c'est qu'entre deux attentats, ce sentiment s'estompe. On oublie. On oublie qu'on a de la chance, finalement, d'être bloqué dans les embouteillages quand on rentre de vacances. On oublie que c'est une grande chance que de s'énerver quand on fait la queue au supermarché et que ça prend trop de temps parce que la personne avant vous n'a pas pensé à peser ses fruits et légumes. On oublie qu'on est gâté quand on peut gronder un de ses enfants parce qu'il est rentré trop tard de boîte de nuit. Oui, on a de la chance, parce que tous ces moments-là montrent que nous sommes globalement épargnés des tourments de la guerre. Et oui, et si le plus grand luxe, c'était d'être en sécurité sans s'en rendre compte? Pour ceux d'entre vous qui douteraient, rappelez-vous les témoignages de la Seconde Guerre mondiale ou certains témoignages de conflits actuels. Quand on vit sous les bombes, quand la moitié de la famille est au front ou a été faite prisonnière, quand on a faim parce qu'on est rationné sur le plan alimentaire, quand on n'arrive plus à dormir la nuit, parce que toutes les 20 minutes, des sirènes d'évacuation retentissent, eh bien tout change. Oui, le plus grand des luxes, c'est d'être en sécurité sans s'en rendre compte. Mais qu'est-ce que ça veut dire être en sécurité? En sécurité contre qui? Contre quoi? Qui est l'ennemi? Est-ce qu'on est en guerre? À quoi ressemble la guerre aujourd'hui? Pendant des années, la guerre a opposé des États. C'était simple. Un État attaquait un autre État. Il l'envahissait, conquérissait son territoire. Le but, c'était de s'approprier ses richesses, de le piller ou d'imposer son référentiel idéologique et culturel. L'ordre international issu de la Seconde Guerre mondiale repose sur la prédominance des États. On a créé l'Organisation des Nations Unies. Le crime d'agression, les conflits armés
repose sur l'idée d'un affrontement entre États. La décolonisation s'est cristallisée autour de la revendication de certains États à devenir indépendants et à être reconnus en tant qu'États. Pendant très longtemps, les États ont été l'alpha et l'oméga des relations internationales. Mais ce monde-là, il a volé en éclats. La mondialisation a changé la donne. Certaines entreprises, comme les GAFA, certaines organisations non gouvernementales, certaines idéologies, sont des vrais acteurs de notre géopolitique aujourd'hui. Certains ont peut-être plus de poids que certains États. La mondialisation, c'est aussi l'augmentation colossale des flux de marchandises et d'individus dans le monde, facilitée par des moyens de transport beaucoup plus rapides et performants et à moindre coût. Et la mondialisation, c'est aussi des flux d'informations massifs et instantanés. Ça change tout. Cette mondialisation, elle est porteuse bien sûr de beaucoup d'opportunités, mais en matière de défense, elle recèle beaucoup de vulnérabilités. Donc la politique de défense, elle doit s'adapter. Et elle s'est adaptée, la politique de défense de la France. Et le monde s'est accéléré, et notre politique de défense a suivi la même accélération. La France a produit 4 livres blancs. Les livres blancs, ce sont les documents qui analysent l'état du monde et qui définissent la politique de défense et l'outil de défense dont on a besoin. 4 documents de ce type ont été produits au cours de notre histoire. 22 ans séparent les 2 premiers, 14 ans les 2 suivants. Et les 2 derniers n'ont que 5 ans d'écart. Dans un monde où tout va plus vite, il aurait été quand même surprenant, voire inquiétant, que la pensée stratégique française ne s'adapte pas avec la même agilité. Alors ces 2 livres blancs, ils ont produit une rupture de paradigme majeure. Ils ont décidé d'arrêter de parler de politique de défense, mais de parler de défense et de sécurité nationale. Parce que pendant longtemps, la défense, c'était le fait d'envoyer des militaires le long ou à l'extérieur de nos frontières. Dans les années 90, on parlait beaucoup des opérations de maintien de la paix. Et on avait oublié peut-être d'insister sur le fait qu'en projetant des gens à l'extérieur du pays, ils contribuent à la sécurité du territoire. Et donc, les 2 derniers livres blancs ont décidé de rapprocher ces 2 notions et de les rendre indissociables l'une de l'autre. Défense et sécurité nationale comme consubstantielles l'une de l'autre. La lutte contre le terrorisme, c'est sans doute la plus belle illustration de ce binomage entre ces 2 politiques. Le terrorisme a vraiment profité de la mondialisation. Pendant longtemps, on a eu du terrorisme d'État, avec des revendications claires d'accession d'indépendance. Le terrorisme, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce sont des mouvements divers, diffus, fragmentés, plus ou moins structurés, formalisés. Certains parlent même d'ubérisation de la guerre. Face à cela, comment réagir ? Eh bien, pas seulement en agissant sur le territoire national, mais en allant à la source du terrorisme. C'est pourquoi la France, mais pas seulement la France, se mobilise sur la bande sahélo-saharienne. Alors certains diront que c'est peut-être dans une logique post-coloniale. Ce n'est pas le cas. 5 pays de la zone sont associés aux côtés de la France dans l'opération Barkhane. La lutte antiterroriste, elle se fait sur le terrain, par le démantèlement et l'action de terrain, par la projection de force. Et lutter contre les foyers terroristes en Afrique, c'est sécuriser le sol national européen. La force Barkhane, ces 2 dernières années, elle a mis à mal 250 terroristes localement et détruit 17 tonnes d'armes. C'est pas rien. Alors si on projette des forces pour sécuriser le territoire national et européen, il est légitime de se demander ce que l'Union européenne fait. L'Union européenne est au Mali. Il y a une mission qui s'appelle EUTM Mali. On n'en entend pas beaucoup parler. Pourtant, il y a plutôt de quoi être fier. 23 États membres se mobilisent au Mali. Au moment où je vous parle, il y a 600 militaires européens au Mali qui agissent ensemble pour former l'armée malienne et l'aider à terme à prendre elle-même en charge ces enjeux de sécurité.
les Européens ont formé 8000 soldats maliens, c'est-à-dire les 2/3 de l'armée malienne. On n'en parle pas beaucoup. Sur la bande sahélo-saharienne, cette zone-là, elle est critique en matière de terrorisme. Mais il y a d'autres endroits où nos forces se projettent, aussi dans la lutte antiterroriste, aussi pour contribuer à notre sécurité. Je pense par exemple à l'opération Chamal et des frappes en Irak et en Syrie dans le cadre d'une résolution des Nations Unies. 1200 hommes. Et bien sûr, notre protection au quotidien passe par la force Sentinelle, 13 000 hommes sur le territoire national. Au total, ce sont 30 000 hommes et femmes qui sont déployés opérationnellement en France ou à l'étranger pour notre sécurité. 30 000. Et pourtant, nous ne savons que très peu de choses d'eux. On voit quelques reportages, mais c'est très désincarné. Pourquoi est-ce qu'on sait si peu de choses d'eux ? Sans doute parce que depuis quelques années, on considère que la défense, c'est une affaire de professionnels. Il y a 200 ans, le service national était en vigueur, puis on a décidé de le suspendre. C'est amusant parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on avait tous dans notre entourage quelqu'un qui allait faire l'armée, qui s'apprêtait à faire son service militaire. C'était un sujet de discussion dans les familles. Ça va rendre son déroulé d'études compliqué, dans quel régiment va-t-il ? C'était un peu comme si la société reconnaissait cette espèce de tranche de vie que les jeunes gens consacraient à la défense de la nation. La professionnalisation, elle était évidemment nécessaire. Les menaces sont extrêmement complexes, pointues. Elles nécessitent d'avoir des personnels professionnels, entraînés et résilients. Être militaire, ça ne s'improvise pas. Mais nous devons être vigilants à ce que cette professionnalisation n'affaiblisse pas le lien entre l'armée et la nation. C'est notre responsabilité. L'idée, ce n'est pas que nous prenions les armes, du tout. L'idée, c'est que nous nous intéressions davantage à l'action de ces hommes et de ces femmes, que nous sachions en quelque sorte apprécier l'invisible. Alors pour conclure, j'ai un aveu à vous faire, c'est que, je vous l'ai dit, ça fait 20 ans que je travaille sur les questions de défense, mais tout cela, je ne l'ai compris qu'il y a peu de temps. Je l'ai en réalité compris le 11 janvier 2013. Le 11 janvier 2013, c'était le premier jour des frappes françaises au Mali. À la fin de cette première journée de frappe, le chef de bataillon Damien Boiteux est mort héroïquement à Mopti. Il était pilote d'hélicoptère. Dès le premier jour, il a reçu un tir ennemi dans l'artère fémorale. L'hémorragie était énorme, elle n'a pas pu être contenue. Mais Damien a tenu bon et il a ramené son hélicoptère et tout son équipage sur la base arrière. Il les a tous sauvés. Il est décédé. Damien Boiteux avait 41 ans, il a laissé une compagne et un ado de 15 ans. Sa maman, Marie-Claire, nous a confié que Damien voulait être pilote d'hélicoptère depuis l'âge de 7 ans. Il a servi 22 ans dans notre armée. Je vous parle de Damien parce que ça m'a frappée. J'en suis pas fière, c'est à ce moment-là que j'ai compris ce que tout cela voulait dire. Mais au-delà de Damien, depuis 2000, il y a 200 militaires français qui sont morts en opération extérieure pour notre sécurité. Alors, sachons apprécier l'invisible et devenons les ambassadeurs de notre défense nationale. Merci.